Le soir de notre anniversaire, je me suis levé pour payer l'addition. En revenant, j'ai entendu quelque chose de choquant. On dit qu'un seul instant peut diviser votre vie en un avant et un après. Je n'y croyais pas jusqu'à notre dîner d'anniversaire. 12 ans. C'est le temps que nous avons été mariés. J'avais réservé le même restaurant où je l'avais demandé en mariage. La mer Rouge. Bougies, nappe blanche, jazz doux. Elle a toujours adoré cet endroit. Elle s'appelle Chloé. Et pendant la plupart de ces années, j'ai vraiment cru qu'elle m'aimait. Je portais la chemise bleue qu'elle avait un jour qualifiée de sa préférée. Et Chloé portait une robe en satin noir qui faisait tourner les têtes lorsque nous sommes entrés. Tout semblait bien. Un peu distant peut-être, mais les couples traversent des phases, n'est-ce pas? Elle m'a souri, a tenu ma main sur la table, m'a dit que j'étais toujours aussi beau pour un homme approchant de la quarantaine. J'ai ri. Elle a toujours eu ce côté sarcastique. Le dîner était parfait. Un steak pour moi, du flétan pour elle, une bouteille de vin rouge que nous aimions tous les deux. Et juste avant le dessert, j'ai fait quelque chose de stupide. Je me suis levé, l'ai embrassé sur la joue et lui ai dit que j'allais régler l'addition. Je voulais lui faire une surprise. J'avais demandé au serveur plutôt d'inclure une note spéciale sur le reçu. À de nombreuses autres années. Je pensais que ça la ferait sourire. J'aurais aimé ne pas m'être levé. En revenant, j'ai ralenti près de la banquette derrière la nôtre juste pour attendre le serveur qui avait l'addition. C'est là que je l'ai entendu rire. Le rire de ma femme, pas le petit gloussement qu'elle me réserve. Celui-ci était plus plein, plus libre et plus aguicheur. Et puis sont venus les mots. Tu sais, s'il l'apprenait un jour, je pense qu'il partirait tranquillement. Il n'est pas du genre à exploser. Il disparaîtrait probablement, tout simplement. Silence, puis d'autres rires. Pas seulement le sien, celui d'un homme. Confiant, familier. C'est ce qui rend les choses plus faciles. Chérie, tu as épousé un chiot, pas un loup. Je me suis figé. Mon cerveau essayait de me dire que j'avais mal compris, qu'elle plaisantait, que ça concernait toute autre chose, qu'elle ne parlait pas de moi. Mais ensuite, elle a dit nonchalamment, comme si elle commandait un autre verre de vin, ce sera le dernier anniversaire que je simule. Quelque chose en moi s'est brisé. Je ne suis pas retourné à la table tout de suite. Je suis resté là, hébété, à regarder la bougie vacillante dans le reflet de la banquette. Puis j'ai pris une profonde inspiration, me suis retourné lentement et suis revenu comme si je n'avais rien entendu. Chloé était en train de boire une gorgée quand je me suis assis. Tout va bien, a-t-elle demandé avec ce même sourire charmant. Parfait, ai-je dit. J'ai menti. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. Je l'ai regardé finir son dessert. Je l'ai regardé remercier le serveur. Je l'ai regardé se refaire une beauté devant le miroir près de la porte. Pendant tout ce temps, je me demandais qui il était. Je me repassais la voix, le rire, le ton. Je savais que ce n'était pas un étranger. Cette voix avait une histoire. Mon esprit a passé en revue nos amis, nos voisins, même nos collègues. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis resté assis dans la salle de bain pendant 3 heures, sur le carrelage froid, le téléphone à la main, essayant de décider si je voulais connaître la vérité ou si je la connaissais déjà. J'ai décidé que je découvrirais tout. Pas avec du drame, pas avec des cris, avec des preuves. Et ce que j'allais trouver changerait ma vie pour toujours. Le lendemain matin fut une masterclass de comédie. Chloé fredonnait dans la cuisine comme si de rien n'était. Elle a préparé du café, grillé du pain au levain et m'a demandé si je voulais des œufs. Je l'ai regardée comme si c'était une étrangère portant le visage de ma femme. Je lui ai dit que je sautais le petit déjeuner, prétextant être en retard pour le travail, et je suis parti 20 minutes plus tôt que nécessaire. Je me suis assis dans ma voiture au coin de la rue, les mains agrippées au volant, le pouls dans la gorge. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais en train de me décomposer, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas de drame. Je voulais des réponses. C'est alors que je me suis souvenu d'un de mes amis, Antoine. Nous étions allés à l'université ensemble. Il dirigeait maintenant une entreprise de cybersécurité.
Il avait toujours été doué pour les trucs discrets. Je l'ai appelé et lui ai proposé un café. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose de personnel. Il a dit, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin entre nos domiciles et j'ai exposé les choses simplement. Je pense que Chloé me trompe. J'ai besoin de preuves. Tranquillement, Antoine n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste hoché la tête et a dit, tu veux des yeux ou des oreilles? Les deux, ai-je dit. Mais rien d'illégal. Je ne cherche pas à aller en prison. Je veux juste connaître la vérité. Il a souri faiblement. Il y a des moyens. Cet après-midi-là, je lui ai donné une de nos vieilles tablettes et un téléphone de rechange que j'avais gardé d'une mise à niveau. Antoine a dit qu'il pouvait installer un logiciel de suivi discret, connecter les appareils pour que je puisse surveiller certains appels, SMS et GPS sans qu'elle le sache. J'ai hésité une seconde. Cela ressemblait à une trahison. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots. Ce sera le dernier anniversaire que je simule. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la décence. Le week-end suivant, j'avais les outils dont j'avais besoin. Je ne l'ai pas confronté. J'ai juste observé. Et ce que j'ai commencé à voir ne semblait pas réel. Ça a commencé par des choses subtiles. Des messages à des heures étranges à un contact nommé « projet », des entrées de calendrier qui ressemblaient à de fausses séances de pilates. Une localisation GPS dans un hôtel du centre-ville un jeudi après-midi. Mais ensuite est venu le gros morceau. Un email transféré avec des reçus joints pour 2 forfaits spa dans un complexe dont je n'avais jamais entendu parler, facturé sur sa carte de crédit personnelle. L'un des noms sur le reçu, Marc Dubois. Ce nom m'a frappé comme un camion. Marc était mon ancien patron. Nous avions travaillé ensemble pendant 4 ans. Je l'avais aidé à traverser un divorce difficile. Nous prenions des bières, faisions des barbecues. Il s'était assis à ma table. Et c'était lui, l'homme dans cette banquette. La voix prenait tout son sens maintenant. Confiante, familière, condescendante. Je me suis assis sur le bord de notre lit ce soir-là et j'ai regardé Chloé pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. J'ai imaginé lui arracher l'appareil des mains, mais je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas réagir. J'allais me préparer. Alors, j'ai commencé ma propre guerre. Silencieuse, stratégique. J'ai créé un dossier privé dans le cloud et je l'ai nommé de manière anodine, Déclaration Impôt 2021. J'y ai sauvegardé des captures d'écran de messages, des données GPS, des emails, et finalement des photos. Parce que je ne me suis pas arrêté aux preuves numériques. Antoine m'a aidé à placer une minuscule caméra sténopée dans le rétroviseur de la voiture de Chloé. Une autre sous sa coiffeuse dans la salle de bain principale où elle passait souvent des appels en se préparant. Je ne me reconnaissais plus. Je devenais quelqu'un de méthodique, de calme, voire de dangereux. Mais le pire était encore à venir. Un soir, 3 semaines après le début de ma surveillance silencieuse, Chloé est rentrée avec un changement notable. Son sourire était plus grand. Elle chantait en même temps que la radio. Elle m'a embrassé sur la joue avant de monter. Et plus tard dans la nuit, pendant qu'elle se douchait, un nouveau message de Marc est arrivé. Même hôtel mardi prochain. J'apporte le vin cette fois. Toi, tu mets cette robe que j'aime. À moins que ton mari n'ait enfin compris. Elle a répondu 3 minutes plus tard en se séchant les cheveux. Il est largué. Il a toujours été largué. Je pourrais partir une semaine et il penserait que je suis à un séminaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé l'écran, mémorisant chaque mot. Elle me pensait largué. Elle n'avait aucune idée que j'étais sur le point de tout changer. Les jours précédents ce mardi ressemblaient à une marche sur du verre pieds nus. Chaque seconde était silencieuse, tranchante et angoissante. J'agissais normalement, souriais quand il le fallait, hochais la tête dans les conversations. Je dormais à côté d'elle comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, je répétais chaque détail de ce que je devais faire. Antoine avait proposé de la suivre ce mardi-là. Je garderai mes distances. Je prendrai les photos dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de voir ça toi-même, mec, a-t-il dit comme pour me rendre service. Mais je lui ai dit non. J'avais besoin de voir. Non pas parce que j'étais masochiste,
bu parce que ce n'était plus une simple suspicion. Je ne chassais pas des fantômes. Je traquais la réalité. Et si je n'y faisais pas face maintenant, cela me hanterait pour toujours. Le mardi est arrivé comme une tempête enveloppée de soleil. Chloé a quitté la maison à 11h20, vêtue de la même robe en satin noir qu'elle portait pour notre dîner d'anniversaire. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit qu'elle avait un déjeuner client suivi d'un séminaire de leadership. J'ai simplement hoché la tête et lui ai tendu une tasse de voyage de café, dans la base de laquelle j'avais glissé le traceur. Elle ne le remarquerait même pas. Elle ne remarquait jamais rien. Elle m'a toujours sous-estimé. J'ai attendu 15 minutes, j'ai pris mon sac d'appareil photo et j'ai suivi le signal GPS depuis une voiture de location garée que j'avais réservée sous un faux nom. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était régulière. Peut-être que j'étais devenu insensible. Ou peut-être que j'étais enfin devenu ce qu'elle attendait de moi, l'homme qui savait et ne disait rien. Pour l'instant. Elle n'est allée à aucun séminaire. Elle est allée directement à l'hôtel des Ormes, un boutique hôtel de gamme moyenne à environ 30 minutes de notre quartier. Ni chic, ni miteux, juste oubliable, le genre d'endroit qui ne pose pas de questions et accepte l'argent liquide à la réception. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, derrière la camionnette d'un fleuriste, et je l'ai regardé sortir de la voiture, son téléphone à la main et un sourire aux lèvres. Un sourire que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis des mois. Elle n'a pas attendu longtemps. 5 minutes plus tard, la Tesla de Marc est arrivée. Il ne s'est même pas garé correctement, s'est juste glissé dans une zone interdite, en est sorti en jean et blazer impeccable, et lui a donné un baiser rapide, directement sur la bouche. Ils ont ri comme des adolescents s'échappant du bal de promo. J'ai pris des photos, des vidéos, en haute résolution. Pas de questions, pas de doute. Ils sont entrés bras dessus bras dessous. Elle a regardé en arrière une fois, peut-être par habitude, mais je me suis baissé juste assez derrière le rétroviseur de la camionnette pour ne pas être repéré. Elle ne m'a pas vu. Bien sûr que non. J'étais invisible pour elle maintenant. Je l'étais depuis longtemps. Ils sont restés à l'intérieur pendant plus de 2 heures. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas mangé. Je suis resté assis là, à écouter le bourdonnement silencieux de la rue, me demandant combien de fois cela s'était produit auparavant. Combien de réunions, de séances de pilates, de dîners de travail avaient été des mensonges élaborés pour couvrir cette évasion tordue. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était même pas la trahison physique. C'était le fait qu'elle riait avec lui. Que tout son corps semblait plus léger en sa présence. Elle était une femme différente avec lui. Plus vivante, plus enjouée, plus réelle. Vers 14h40, ils sont ressortis. Ses cheveux étaient plus en désordre, son rouge à lèvres avait disparu, mais elle avait l'air satisfaite. Il lui a donné une claque sur les fesses alors qu'elle montait dans sa voiture. Elle n'a même pas bronché. Elle a juste gloussé et lui a dit de lui envoyer un texto plus tard, une fois qu'il serait seul. Puis ils sont partis dans des directions opposées comme si de rien n'était. Je ne les ai pas suivis. Je n'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait. Ce soir-là, elle est rentrée vers 18h avec des plats à emporter à la main. Pas envie de cuisiner, a-t-elle dit en bâillant. Ce séminaire était brutal. Je me suis assis en face d'elle, mangeant un pad thaï tout en me demandant si elle avait lavé le péché de sa peau ou si elle avait simplement vaporisé du parfum par-dessus. Elle m'a raconté sa journée, comment le client était agaçant, comment l'orateur avait un accent étrange et des diapositives de 2006. Elle était douée. Je l'ai presque cru. Presque. Mais au milieu de son histoire, je l'ai interrompu nonchalamment. C'est quoi, l'hôtel des Ormes? Elle a cligné des yeux. Juste une fois, un peu trop longtemps. Son sourire a vacillé mais est rapidement revenu. J'ai vu un reçu dans la voiture, ai-je menti? Pour un café à l'hôtel des Ormes. Oh. Oh, ça. Oui. On s'y est arrêté après le séminaire pour manger un morceau. Je crois que le nom était sur les serviettes. Mais je l'ai jeté. Rapide, confiante, presque sans faille, mais pas tout à fait. Parce que ses yeux l'avaient trahi. Chloé avait oublié qui j'étais vraiment. Elle pensait que j'étais un chiot. Elle n'avait pas encore réalisé que j'avais des dents, et que je n'avais pas peur de les utiliser. La nuit après l'avoir vu avec Marc, quelque chose en moi a changé.
Je me tenais devant le miroir de la salle de bain, me brossant les dents, regardant l'homme qui me fixait. Pendant des années, Chloé m'avait dit que j'étais trop doux, trop conciliant, trop passif. Je pensais que c'était ça, l'amour. Celui qui reste calme, qui écoute, qui fait des compromis. Mais en regardant dans mes propres yeux cette nuit-là, je n'ai plus vu un homme fait pour les compromis. J'ai vu un homme qui s'aiguisait en silence. Le lendemain, au travail, je me suis déclaré malade. J'avais besoin de temps, non pas pour pleurer ou bouder, mais pour planifier. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais. SMS, relevés GPS, vidéos, clips audio, photos de à l'hôtel, journaux d'appel, relevés financiers. Ce n'était plus une suspicion. C'était une liaison documentée. Marc Dubois, mon ancien patron, envahissait systématiquement mon mariage comme un parasite. Mais la vraie trahison n'était pas seulement la sienne. Chloé lui avait donné accès, à plusieurs reprises, volontairement. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de tromperie. C'était une tromperie à long terme. Financière, émotionnelle, sexuelle. Et pire encore. Elle préparait quelque chose. Ses reçus de spa, la façon dont elle avait soudainement commencé à poser des questions désinvoltes comme « As-tu déjà pensé à déménager dans un endroit plus petit ?» ou « Que ferais-tu si tu avais un nouveau départ ailleurs ?» Ce n'étaient pas des questions innocentes. C'étaient des lancements en douceur pour un avenir où je n'existais pas. Alors, j'ai commencé à penser avec 2 coups d'avance. Je suis allé à la banque et j'ai vérifié les soldes de nos comptes joints. J'ai imprimé chaque relevé. Puis, j'ai discrètement ouvert un nouveau compte courant privé à mon nom seul et j'y ai transféré la moitié de nos actifs liquides. Rien d'illégal, juste équitable. Je n'ai pas touché aux prêts immobiliers ni aux investissements à long terme, juste l'argent liquide, assez pour la rendre nerveuse, mais pas assez pour déclencher une confrontation. J'ai aussi appelé une avocate spécialisée en divorce, non pas pour déposer une demande, pas encore, mais pour comprendre ma position. Elle s'appelait Maître Alix Durand. Elle était vive, directe et ne mâchait pas ses mots. Quand vous avez des preuves d'adultère aussi solides, surtout avec une fausse déclaration financière, vous avez un avantage, m'a-t-elle dit. Mais n'allez pas trop vite. Laissez-la se pendre un peu plus. Je me souviens de cette phrase, laissez-la se pendre un peu plus. Elle est restée avec moi comme un mantra. Alors, j'ai attendu. Chloé est devenue plus audacieuse. Elle a commencé à sortir tard avec des collègues. Elle a commencé à verrouiller son téléphone, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle gloussait devant des textos qu'elle ne me montrait pas. Elle a même commencé à me critiquer plus ouvertement, des commentaires sur le fait que j'étais trop ennuyeux ces derniers temps, que je ne prenais aucune initiative, qu'elle sentait que nous nous éloignions. J'étais d'accord avec elle à chaque fois. Peut-être bien, ai-je dit une fois juste pour voir sa réaction. Elle a souri comme si je lui facilitais la tâche. Le soir suivant, je l'ai surprise en train de quitter la chambre en textant. Je l'ai suivie tranquillement, pieds nus, juste hors de sa ligne de mire. Elle est allée dans la chambre d'amis, a fermé la porte et a pris un appel. Le micro d'Antoine, placé dans le détecteur de fumée du couloir, a tout capté clairement. Je te l'ai dit, il ne se battra pas. Il n'est pas fait comme ça. Puis des rires, le sien et celui de Marc. Il est comme un vieux chien. Il se mettra sur le dos et laissera tomber. J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai regardé la forme d'onde sur mon écran. Vieux chien, se mettre sur le dos, laisser tomber. C'était ça. C'était comme ça qu'elle me voyait. Mais je n'avais pas encore fini. Plus tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie, je me suis glissé dans la chambre d'amis et j'ai regardé dans son sac à main. Elle n'avait jamais changé son code d'accès. Les mêmes 4 chiffres depuis l'université. J'ai ouvert son téléphone et j'ai fait défiler ses notes. C'était là, un brouillon de messages pour Marc. Si j'emménage avec toi après que tout soit réglé, est-ce que tes enfants me détesteront? J'essaie d'imaginer ce que ce serait de repartir à zéro, juste nous. Je suis prête à être libérée de cette vie. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Elle m'avait déjà quitté dans sa tête. Elle répétait la rupture. Elle n'avait aucune idée que je répétais aussi. Mais ma performance avait une surprise. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier.
J'allais lui faire croire que tout était parfait jusqu'au moment où je disparaîtrais. Parce que Chloé pensait que je disparaîtrais tranquillement. Elle n'avait aucune idée à quel point le silence pouvait être assourdissant. Si quelqu'un avait demandé à Chloé à l'époque comment allait notre mariage, je suis sûr qu'elle aurait dit qu'il s'étiolait, que j'avais changé, que je n'étais plus aussi investi. Et elle aurait eu raison, sauf qu'elle pensait que c'était parce que je m'éloignais. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je démantelais ma présence, pièce par pièce. J'ai commencé par les petites choses. J'ai supprimé de vieilles photos de nous de mes réseaux sociaux, juste quelques-unes au début, pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai arrêté de la taguer. J'ai retiré notre date d'anniversaire de ma biographie. Ensuite, j'ai sauvegardé toutes nos informations financières, police d'assurance, déclaration de revenus et documents de propriété sur un disque crypté. Tout ce qui portait nos deux noms, j'en ai fait une copie numériquée, dans la plupart des cas, j'ai discrètement demandé à ce que mon nom soit retiré. J'ai engagé un deuxième avocat, cette fois pour les questions de succession, et j'ai commencé à modifier mon testament. L'ancienne version lui laissait tout. La nouvelle ne mentionnait même pas son nom. Elle n'a rien remarqué. Elle était trop occupée à prétendre qu'elle devait encore mentir. Un après-midi, elle m'a dit qu'elle serait absente pour 3 jours pour un séminaire d'entreprise à Lyon. J'ai su que c'était un mensonge dès qu'elle l'a dit. Pas de sac de travail, pas d'itinéraire, pas de mention de qui d'autre y allait. Mais j'ai souri et hoché la tête en disant, c'est super. Tu mérites une pause. Ce vendredi-là, après son départ, j'ai vérifié son GPS. Elle était dans une maison au bord d'un lac à 2 heures de la ville. Une maison dont Marc Dubois avait hérité après son divorce. Une petite escapade tranquille avec un quai privé et pas de voisins curieux. Je n'y suis pas allé. Je ne voulais pas plus de photos. J'en avais déjà assez. Au lieu de ça, j'ai passé ce week-end à l'effacer de mon avenir. J'ai fermé nos cartes de crédit conjointes et j'ai commandé des remplacements sous mon propre compte. J'ai mis en boîte les objets sentimentaux, les albums de mariage, les cartes d'anniversaire, les porte-clés idiots que nous avions eus lors de notre lune de miel, et je les ai mis dans un garde-meuble avec un contrat de location qu'elle ne trouverait jamais. J'ai créé une nouvelle adresse email, une nouvelle ligne téléphonique, et j'ai transféré des copies de chaque conversation et photos pertinentes dans un seul dossier numérique intitulé « Vérité ». Puis j'ai écrit une lettre. Elle faisait 3 pages. Je n'y ai pas déversé mon cœur. Je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Je lui ai juste dit ce que j'avais vu, ce que je savais, ce qu'elle avait dit quand elle ne pensait pas que j'écoutais. J'ai listé les dates, les lieux, les moments, et à la fin, j'ai écrit une ligne que j'ai soulignée 3 fois. Tu ne m'as pas perdu parce que tu m'as trompé. Tu m'as perdu parce que tu pensais que j'étais trop faible pour le remarquer. Après le week-end, elle est revenue bronzée, détendue, avec une manucure fraîche. Elle a agi comme si de rien n'était, m'a dit que le voyage était revigorant et m'a demandé si elle m'avait manqué. J'ai dit que oui. Elle a souri, satisfaite du mensonge qui, pensait-elle, avait fonctionné. Mais quelque chose a changé en elle après ça. Je pense qu'elle pouvait le sentir. Pas dans ce que je disais, mais dans ce que je ne disais pas. J'ai arrêté d'initier les conversations. J'ai arrêté de partager mes pensées. J'ai arrêté de réagir. Elle l'a remarqué. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de télé-réalité stupide, elle a demandé « Est-ce que tout va bien entre nous ?» J'ai marqué une pause, me suis tourné lentement vers elle. Pourquoi ça n'irait pas? Elle a hésité, ses yeux cherchant dans les miens un soupçon de sens. Mais je m'étais bien entraîné. J'ai cligné des yeux 2 fois. Aucune émotion, juste l'immobilité. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Tu sembles juste distant. J'ai hoché la tête et j'ai dit, nous sommes probablement juste fatigués. Elle a hoché la tête aussi, mais elle n'y a pas cru. Les jours suivants furent calmes. Elle a commencé à être étrangement attentive, m'apportant du café, me demandant comment s'était passée ma journée, proposant même d'organiser une escapade de week-end pour nous. J'ai dit que ça semblait sympa. Elle a de nouveau souri, mais derrière son sourire, je l'ai vu, l'incertitude, peut-être même la culpabilité ou la peur, une fissure dans sa confiance. Elle pensait qu'elle avait toujours le contrôle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà réservé un aller simple, trouvé un logement temporaire dans une autre région, transféré ce dont j'avais besoin,
parler à mon employeur des options de travail à distance sous une nouvelle identité. Mise en place une redirection de courrier vers une boîte postale sécurisée. Tout était prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment. Et il est arrivé le jour où elle a commis l'erreur d'inviter Marc alors qu'elle me croyait en déplacement. Elle ne savait pas que j'avais installé un système d'alerte de mouvement dans le jardin. Elle ne savait pas que j'avais reçu la notification alors que j'étais assis dans un café à moins de 10 pâtés de maison. Elle ne savait pas que pendant qu'il riait dans mon salon, j'étais déjà sur le chemin du retour. Et elle ne savait certainement pas que ma caméra tournait quand j'ai franchi la porte. Je ne pense pas que Chloé ait même entendu la porte s'ouvrir. Peut-être que c'était la musique qui jouait doucement en fond. Peut-être qu'elle était trop occupée à rire de quelque chose que Marc lui avait murmuré en versant du vin dans mon verre à whisky préféré. Ou peut-être, et c'est ce que je crois, elle était devenue si confiante dans ses mensonges que l'idée que je puisse un jour les surprendre ne lui avait tout simplement jamais traversé l'esprit. Le moment s'est figé lorsque je suis entré dans le salon. Je n'oublierai jamais à quel point tout est devenu silencieux d'un coup. Marc s'est retourné le premier. Son sourire a disparu si vite que c'en était presque comique. Chloé, face à la cheminée, a regardé par-dessus son épaule avec un rire encore aux lèvres. Quand elle m'a vu, son visage a changé par étapes, confusion, peur, calcul. Puis est venue la comédie. « Attends, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé en s'avançant vers moi comme si elle s'attendait à ce que je tombe dans le panneau. « J'habite ici, » ai-je dit, calme comme jamais. « Tu t'en souviens ?» Marc a reculé, les yeux balayant la pièce, cherchant probablement une issue. Ses mains tremblaient. Je n'avais jamais réalisé à quel point il était faible jusqu'à ce que je le voie à ce moment-là, debout dans la maison d'un autre homme, tenant un verre qui n'était pas le sien. Chloé a réessayé. Je croyais que tu avais dit que tu étais en déplacement jusqu'à vendredi. C'était le cas, ai-je répondu. Les plans ont changé. J'aurais pu crier. J'aurais pu le mettre dehors, casser quelque chose, appeler la police, la menacer, pleurer, m'effondrer, faire une scène. Mais au lieu de ça, j'ai posé un petit appareil noir sur la table et j'ai appuyé sur un bouton. La télévision s'est allumée. Une vidéo a commencé. Chloé et Marc entrant dans la maison 1 heure plus tôt. Chloé le tirant par le col. Chloé lui murmurant quelque chose à l'oreille avant d'enlever son manteau. Marc l'embrassant dans le cou. Elle riant, le conduisant à l'étage comme une routine qu'ils avaient répétée. J'ai laissé la vidéo jouer en silence. Chloé était figée. Marc avait l'air de vouloir sortir de sa propre peau. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai éteint l'écran et je l'ai regardé dans les yeux. Je sais tout. Je le sais depuis longtemps. Ça, dis-je en désignant le salon, c'était juste la note finale. Chloé a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. Marc a reculé vers la porte. Non, lui ai-je dit. Tu peux rester ou partir. Ça n'a pas d'importance. Ta part dans tout ça est terminée. Il a filé. N'a même pas mis ses chaussures. Les a laissées près du canapé. La porte a claqué derrière lui. Chloé s'est lentement assise sur le bord du canapé comme si son corps pesait soudain 1000 kilos. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste fixé le sol. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Ne dis rien, ai-je répondu. Je ne suis pas là pour réparer ça. Je voulais juste que tu vois la vérité avant que je parte. Partir où, sa voix s'est brisée. J'ai fait un pas en avant, j'ai sorti une enveloppe de la poche de mon manteau et je l'ai posée sur la table à côté du verre maintenant vide. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, des copies des preuves, un décompte détaillé de la façon dont je m'étais retiré de nos finances communes, et la lettre que j'avais écrite, 3 pages signées et datées, lui disant tout ce qu'elle refusait de demander. Je ne reste pas ici ce soir, et je ne serai pas là demain. J'ai déjà parlé à une avocate. Tu trouveras toutes les instructions à l'intérieur. Elle n'a pas touché l'enveloppe. Ses mains reposaient juste sur ses genoux comme si elle avait trop peur de bouger. Je suis resté là une seconde de plus, assez longtemps pour mémoriser le moment où elle a finalement réalisé qu'elle avait tout perdu. Pas seulement moi, mais la vie qu'elle pensait pouvoir manipuler. La version de moi qu'elle pensait tenir en laisse. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste un sac à dos avec l'essentiel et un dossier de tout ce qui comptait. Je n'ai pas claqué la porte.
Je ne l'ai même pas verrouillée. Qu'elle reste assise avec le silence. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel modeste à 1 heure de là. Non pas que j'avais besoin de distance, mais j'avais besoin de sentir le goût de la liberté. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi. Pas seulement fermer les yeux. Pas le genre de sommeil où votre cerveau continue de tourner même lorsque votre corps est immobile. Je veux dire, un vrai sommeil paisible, sans culpabilité, sans rêve. Parce qu'elle n'avait plus de place dans mon avenir, et elle le savait enfin. Le matin après mon départ, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel qui sentait légèrement la vieille moquette et le café frais. La lumière du soleil filtrait à travers les stores d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Douce, sans obstruction, et non touchée par le poids de la comédie. Il n'y avait pas de bruit de pas dans le couloir. Pas de soupir passif-agressif venant de la cuisine. Pas de questions sur où j'allais ou pourquoi je ne parlais pas. Juste le calme, juste moi. C'était une paix étrange. Ni joyeuse, ni triste, juste propre, comme l'air après un orage. J'ai regardé mon téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'il soit inondé d'appels manqués et de messages désespérés, mais il n'y avait que 3 SMS. Le premier, Chloé, où es-tu? Le deuxième, Chloé, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Le troisième est arrivé vers 3 heures du matin, Chloé, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, rentre à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé me promener, juste au coin de la rue. Je suis passé devant une boulangerie, une librairie, un toiletteur pour chiens. La vie se déroulait partout. Des gens buvaient du café, riaient au téléphone, promenaient des chiens, lisaient des journaux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais peut-être encore une place dans tout ça. Pas en tant que mari, pas en tant que plan B de quelqu'un, juste en tant que moi-même. Vers midi, je me suis arrêté dans un café tranquille et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon dossier cloud, celui avec toutes les preuves, et j'ai fait une dernière copie sur un disque sécurisé, puis j'ai supprimé les originaux de mon téléphone et de ma tablette. Je ne voulais plus les porter. Ce chapitre était documenté, scellé et hors de mes mains. Elle pouvait nier tout ce qu'elle voulait, mais la vérité n'avait plus besoin de mon aide. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon avocate en personne pour la première fois. Maître Durand avait cette façon de faire en sorte que tout semble professionnel, même les parties émotionnelles. Nous avons finalisé les prochaines étapes. Chloé serait notifiée dans les 48 heures. Tous les actifs avaient été divisés et mon déménagement était déjà en cours. Elle m'a demandé si je voulais inclure les photos dans le dossier. J'ai dit non. Elle sait ce qu'elle a fait. Je n'ai pas besoin que le tribunal le lui rappelle. Classe, a dit Maître Durand. La plupart des gens ne gèrent pas ça comme ça. Je ne me sentais pas classe. Je me sentais vide, mais j'étais aussi fier. 2 jours plus tard, j'ai eu la confirmation que Chloé avait été notifiée. Selon le coursier, elle n'a pas dit un mot en acceptant l'enveloppe, a juste hoché la tête et fermé la porte. Puis les appels téléphoniques ont commencé, des dizaines. Elle est passée de la panique à la colère, à la culpabilité, à la négociation. Un message vocal disait que je lui manquais. Un autre m'accusait d'être manipulateur pour ne pas la laisser s'expliquer. Un autre encore prétendait qu'elle était juste confuse et qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Mais chaque message avait le même sous-entendu. Elle n'était pas désolée de l'avoir fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. L'appel le plus surréaliste est venu de Marc. Oui, il m'a appelé. Il a laissé un message vocal qui commençait par « Écoute, mec, je sais que tu es probablement énervé. » Puis il a poursuivi en expliquant que lui et Chloé étaient vraiment connectés et qu'il ne voulait pas que ça devienne moche. Il semblait nerveux, comme s'il pensait que j'allais m'en prendre à lui. Peut-être qu'il s'y attendait. Peut-être que c'est ce qu'il aurait fait à ma place. Mais je n'ai pas non plus retourné son appel. Vous voyez, la vraie vengeance n'était pas dans les cris ou l'humiliation publique. La vraie vengeance, c'était de les laisser finir ensemble, 2 personnes égoïstes bâties sur des mensonges, regardant par-dessus leur épaule pour le reste de leur vie, se demandant quand le karma frapperait. Pendant ce temps, j'étais déjà parti. J'ai signé un bail dans une ville côtière que j'avais toujours voulu visiter. Juste un petit appartement, rien de spécial, mais c'était le mien.
J'ai changé de numéro de téléphone, accepté une nouvelle offre d'emploi qui me permettait de travailler en freelance. J'ai adopté un chien de refuge nommé Gus qui se fichait d'où je venais ou de ce que j'avais perdu. Il se souciait juste que je sois là et que je lui lance la balle quand il la portait. Un après-midi, peut-être 2 semaines après tout ça, je me suis assis sur un banc de parc en regardant Gus chasser les vagues. J'avais un café dans une main et un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'avais pas besoin que Chloé me donne une conclusion. Je n'avais pas besoin qu'elle supplie, s'excuse ou comprenne ce qu'elle avait détruit. La vérité, c'est que j'avais déjà gagné. J'étais sorti. Je ne me suis pas perdu dans l'amertume. Je ne l'ai pas laissé définir le reste de ma vie. Et pour autant qu'elle le sache, j'avais disparu. Mais je n'étais pas parti. Je recommençais juste à 0. 1 mois a passé, puis 2. Au 3e, j'avais complètement cessé de consulter mon ancien email. Le numéro était désactivé. Le garde-meuble était vidé. J'ai vendu la dernière voiture que nous avions co-signée, changé mon permis de conduire et mis à jour légalement mon adresse. Sur le papier, et dans la vie, Chloé n'existait plus à côté de mon nom. Mais étrangement, je ne me sentais pas comme un homme qui venait de tout perdre. Je me sentais comme un homme qui avait enfin mis fin à quelque chose de toxique. Un dimanche matin tranquille, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Gus était blotti au pied du lit, ronflant doucement. Dehors, l'océan était calme. J'ai préparé du café, pris un bloc-notes et je me suis assis près de la fenêtre ouverte. La brise sentait le sel et le pain. Je n'avais pas écrit depuis des années, juste griffonné des idées, des pensées. Mais ce matin-là, les mots ont coulé. Pas sur elle. Pas sur la trahison, mais sur ce qui vient après. J'ai fait une liste, pas d'objectif, pas comme une liste de choses à faire avant de mourir, juste des choses simples que je voulais pour moi-même. Recommencer à lire. Parler aux gens sans me cacher. Me réveiller sans vérifier l'humeur de quelqu'un d'autre. Rire sans me demander si c'est acceptable. Tomber à nouveau amoureux, mais seulement quand je serai entier. J'ai regardé cette dernière ligne pendant un moment. L'ancienne version de moi en aurait ri. Aurait dit quelque chose de cynique, peut-être même l'aurait barré. Mais pas maintenant. Je n'avais pas besoin que ça arrive la semaine prochaine ou l'année prochaine. Je voulais juste croire que lorsque la bonne personne arriverait, je serais prêt. Pas brisé, pas sur la défensive, juste moi, honnête, présent. Et je ne me précipitais vers rien. C'était ça, la différence. Je suis retourné en thérapie, non pas parce que j'étais anéanti, mais parce que je voulais comprendre ce qui m'avait fait rester si longtemps dans une situation qui m'avait privé d'affection et de confiance. Mon thérapeute a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de partir. C'est de ne pas y retourner après l'avoir fait. Et je ne suis pas retourné, pas une seule fois. Un soir, environ 4 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Clara. Elle était au même parc pour chiens que moi, lançant une balle de tennis à son husky, et Gus a couru droit vers elle comme s'il l'avait connue toute sa vie. Nous avons ri, parlé, sans rien forcer. Pas de jeu de séduction ou de faux semblants, juste 2 personnes debout dans la douce lumière du début de soirée, laissant une conversation se dérouler. Je ne lui ai pas raconté mon histoire. Pas encore. Mais j'ai souri en réalisant quelque chose au milieu de notre conversation. Je ne pensais pas à Chloé. Pas même un peu. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Parce que la guérison n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une grande révélation avec une musique qui monte en fond. Parfois, la guérison, c'est juste d'être là, à regarder son chien en chasser un autre à travers un champ et de réaliser qu'on se sent à nouveau léger, libre, entier. Alors, si vous lisez ceci, que vous ayez été trahi, perdu ou abandonné, sachez simplement que vous pouvez partir et garder votre âme intacte. Vous pouvez survivre sans vengeance, sans amertume, sans devenir quelqu'un que vous détestez. Et peut-être, juste peut-être, vous vous assiérez un jour sur votre propre banc, regarderez le monde et réaliserez que la vie que vous pensiez terminer n'était que votre prologue.